Merci beaucoup d'être aussi nombreux pour la présentation de ce webinaire qui a pour sujet les résultats de mon mémoire. Donc, mémoire qui a été réalisé il y a exactement un an au sein du cabinet Mazars et qui a été soutenu au mois de mars dernier. Donc, mon mémoire avait pour sujet l'impact de l'introduction de la norme IFRS 17 sur la rentabilité du new business d'un portefeuille d'épargne. Donc, tout d'abord, quelques mots d'introduction. Donc, pourquoi s'intéresser à la rentabilité d'un portefeuille d'épargne? Eh bien, parce que la rentabilité, c'est un enjeu essentiel pour toute entreprise. Et la rentabilité d'une société, d'une compagnie d'assurance est plus difficile, je dirais, à évaluer que celle d'une compagnie habituellement, de par l'inversion du cycle de production qui fait que bon nombre d'indicateurs classiques de la rentabilité ne sont pas forcément adéquats pour une compagnie d'assurance. Dans ce mémoire, j'ai fait le choix de m'intéresser particulièrement aux affaires nouvelles, ou autrement appelées new business, puisque ce sont un signal fort de la santé d'une compagnie d'assurance. Une particularité aussi du domaine assurantiel, c'est que les compagnies évoluent dans un environnement multinorme, normes de solvabilité, normes IFRS, et qui influent toutes sur la façon dont s'envisage la rentabilité d'une compagnie d'assurance. C'est, comme je le disais, pas l'unique contrainte d'une compagnie qui est soumise à des contraintes de solvabilité, de croissance et autres. Au 1er janvier, donc depuis le 1er janvier 2023, la norme IFRS 17 est venue modifier la façon dont s'envisage la rentabilité jusqu'à présent en introduisant une nouvelle vision notamment sur le new business. Donc l'objectif de ce mémoire est double. D'une part, c'est identifier les éléments introduits par IFRS 17 qui vont modifier la vision de la rentabilité qu'a l'assureur, et notamment de par de nouvelles métriques sur le new business. Et d'autre part, c'est comprendre les écarts entre une métrique solvabilité 2 et une métrique IFRS 17. Donc pour cela, j'ai procédé en 6 points. Les éléments essentiels, ce sont la construction d'un bridge entre une métrique S2 et IFRS 17, des sensibilités qui vont être appliquées à ces métriques. Et ensuite, la spécificité aussi de ce mémoire, c'est apporter une approche par gamme et étudier l'impact d'une stratégie commerciale sur la production d'affaires nouvelles. Donc tout d'abord, quelques éléments sur le contexte normatif et le contexte de l'étude. Donc l'épargne, pas besoin de le rappeler ici, mais c'est un élément essentiel du paysage assurantiel français, avec plus de 1826 milliards d'euros d'encours au fin août 2022. Donc, quelques mots sur la rentabilité, sur la façon dont s'envisageait la rentabilité, pardon, jusqu'à présent. Donc, elle s'envisageait principalement dans l'univers solvabilité 2, qui repose sur 3 piliers: les exigences quantitatives, qualitatives et la discipline de marché. Et d'autre part, au travers des MCEV Principles, qui sont des principes établis par le CFO Forum et qui permettent le calcul de la MCEV. Ce qui est important de noter, c'est que les hypothèses sur lesquelles repose le calcul de la MCEV s'inscrivaient plutôt bien dans l'univers solvabilité 2. IFRS 17, elle, est une norme comptable internationale qui a pour principe de proposer une comptabilisation, pardon, des contrats d'assurance unifiée et harmonisée à l'échelle internationale pour mieux évaluer la rentabilité des contrats d'assurance. Donc, c'est une norme qui repose sur des principes, et on va le voir par la suite. Ça a son importance parce que ça laisse un certain nombre de choix à l'assureur dans l'évaluation sous IFRS 17. Sous IFRS 17, 3 modèles d'évaluation sont possibles. Moi, le modèle que j'ai utilisé, c'est le modèle VFA, Variable Free Approach, qui est compatible avec les contrats d'épargne. 2 mots sur la structure des bilans qui sont finalement assez similaires entre Solvabilité 2 et IFRS 17, puisqu'on retrouve une structure en 3 parties: un best estimate, un ajustement ou marge pour risque et les fonds propres. Les éléments différenciants sont assez nombreux, mais j'essaie ici d'en présenter quelques-uns dans ce tableau.
et ils seront repris par la suite, donc notamment la courbe des taux qui va différer sous IFRS 17 et qui est un choix qui est laissé libre à l'assureur. Ensuite, le niveau d'agrégation également qui varie. Les frais, c'est un point très important sous IFRS 17. La risk margin et le risk adjustment. Et enfin, les profits futurs, qui est vraiment un élément différenciant et important dans mon mémoire, puisque sous solvabilité 2, ils sont reconnus immédiatement en fonds propres économiques, alors que sous IFRS 17, à présent, ils sont provisionnés en CSM et relâchés au rythme des services rendus. Donc, jusqu'à maintenant, un certain nombre de métriques étaient utilisées par les assureurs. Donc, elles sont citées dans ce tableau, mais différentes VNB. Mais l'introduction de la CSM sous IFRS 17 nécessite fait de nouveaux indicateurs de rentabilité, notamment de par l'asymétrie qui existe dans la reconnaissance des profits sous IFRS 17, avec le risque d'onérosité, pardon, avec un impact direct donc, sur le profit and loss. Et donc, les différents les métriques qui sont en train de se dégager, c'est notamment la CSM ou le BEY. L'élément important qu'il faut comprendre, c'est que ce mémoire n'avait pas pour but de calculer l'ensemble des métriques existantes, d'une part sous des métriques qui existaient auparavant et les nouvelles métriques IFRS 17, mais plutôt de sélectionner une métrique sous chaque environnement, chaque univers. Donc dans mon cas, ce sera la VNB et d'autre part la CSM, et de construire un bridge entre ces deux métriques. Donc, la modélisation la modélisation pour mémoire a nécessité l'utilisation d'un modèle ALM. C'était un modèle qui est interne à Mazars. Donc, le modèle est nécessaire notamment pour avoir une double vision stochastique et déterministe qui va permettre de prendre en compte le coût des options et des garanties. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail du modèle ALM que j'ai utilisé, mais les grandes hypothèses, en tout cas, c'est l'horizon de projection qui est de 30 ans. Les modèles point, je vais les présenter par la suite. Et il faut comprendre qu'en output, j'avais mon best estimate, les flux de passifs et d'actifs, ainsi que des tests de fuite sur lesquels je vais revenir aussi, puisque tout au long afin de vérifier l'exactitude des résultats, une grande importance a été portée au test de fuite tout au long de l'obtention des résultats, donc que ce soit par le test rendement de l'actif ou par le test auto sans risque. Donc, premier élément important était la construction d'une compagnie d'assurance fictive pour mener mon étude. Donc là, il est important de comprendre que d'une part, il y a les modèles point que j'ai créés pour le stock de ma compagnie d'assurance. Donc ce sont 10 modèles point sur des contrats souscrits entre 2007 et 2020. Donc environ 22 000 contrats avec un encours moyen de 20 000 euros. Sachant donc que deux modèles point étaient des monosupports avec des taux minimum garantis, donc avec une souscription ouverte jusqu'en 2011, et une part du C croissante après sur mes modèles point, croissante avec le temps, qui va passer de 20% à 40%. Donc c'est-à-dire que les modèles point les plus récents avaient 40% de part du C, contrairement donc, aux modèles point plus anciens. Les modèles point du New Business sont, eux, au nombre de 3. Donc, pourquoi 3 nouveaux modèles point pour les affaires nouvelles? C'est parce que j'ai voulu apporter une spécificité, c'est une granularité par gamme, avec les contrats classiques, les contrats patrimoniaux et les contrats de gestion privée. Donc, ces contrats sont différenciés notamment par l'encours moyen, le nombre de contrats et l'âge moyen des modèles point, également sur les chargements sur encours et les frais d'acquisition qui sont associés à chaque modèle point. Pour évaluer le new business, deux approches sont possibles. D'une part, l'approche en stand-alone, où la valeur des affaires nouvelles est mesurée sans prendre en compte l'effet de mutualisation avec les contrats du stock. Donc, dans ce cas-là, on ne modélise
que les nouveaux contrats. Une autre approche, elle, c'est l'approche marginale, où la valeur des affaires nouvelles est mesurée avec prise en compte donc, de la mutualisation des contrats en stock. Elle est déduite par différence entre la valeur obtenue donc, pour le portefeuille stock plus new business et d'autre part le portefeuille composé uniquement du stock. Donc la valeur des affaires nouvelles est bien déduite par soustraction entre ces deux composantes. Donc, une première approche de mémoire a été de comparer un petit peu ces deux approches, et il est apparu que lorsque, lors de ces deux modélisations, le best estimate en vision standalone était toujours supérieur au best estimate en vision marginale. Donc de là, j'ai pu par la littérature formuler une hypothèse, c'est que la participation au bénéfice minimal était plus rapidement atteinte en vision marginale. Et en traçant la dotation en participation pour excédent de la participation pour bénéfice minimal, pardon, cette approche a été confirmée puisqu'on voit que la courbe du new business en standalone est supérieure à celle en vision marginale. Et donc, ça veut dire qu'un plus grand montant est distribué pour atteindre la participation au bénéfice minimal en vision standalone. C'est ce qui explique ici l'inégalité de best estimate. Pour la suite du mémoire de mon travail, j'ai préféré choisir qu'une seule approche, et c'est la méthode marginale, puisqu'elle correspond plus à la réalité du marché de l'épargne en France, avec pas de cantonnement des actifs face aux passifs en épargne, et ainsi une prise en compte de la mutualisation intergénérationnelle entre les contrats. D'après la littérature aussi, c'est une adéquation, c'est une approche qui est plus utilisée en assurance vie et en épargne en France. Donc, j'ai pu ensuite, à proprement dire, construire mon bridge entre ma métrique S2 et ma métrique IFRS 17. Donc, ma métrique S2, c'est de la value of new business qui est déduite donc par différence entre la VIF du new business et du stock, et d'autre part la VIF uniquement du stock, VIF étant value of in force. Et d'autre part, ma métrique IFRS 17, c'est la CSM new business déduite par différence de ma CSM stock plus new business et uniquement celle du stock. Donc, je rappelle ici la façon dont est calculée la VIF et la CSM d'autre part. On voit directement une différence avec notamment le coût de friction du capital qui est absent du calcul de la CSM et le coût des risques, des risques non couvrables, pardon, qui est remplacé par risk adjustment dans la CSM. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble des composantes ici vont être modifiées par les différences d'hypothèses qu'il y a entre mes deux univers. Donc, que ce soit la frontière des contrats, le changement d'environnement économique avec la courbe des taux, ou aussi les rattachements des frais qui est différent. Et donc, c'est l'ensemble de ces différences qui vont être mises au jour dans le bridge que je présente par la suite. Ici, le point est uniquement de dire que je n'avais pas directement accès au SCR par le modèle ALM de Mazars, et comme on le voit, les différentes composantes ici pour calculer la VIF et la CSM nécessitent un calcul du SCR. J'ai donc raisonné par une approche par les sous-modules de risque qui se rattachent ici au risque de mon portefeuille, et déduit donc mes SCR par des scénarios choqués. Donc, tout d'abord, je présente ici les résultats de ma value of new business. Donc, tout d'abord, pour le fonds euro, donc on voit que la VNB, l'élément principal sur le fonds euro, c'est qu'on a une TIVOG, donc c'est-à-dire la valeur des options et des garanties, qui représente plus de 70% de notre PVFP. Donc la present value of future profit, donc les profits futurs du portefeuille. Donc un coût important de ces options et garanties, ce qui s'explique notamment par mes taux minimum garantis sur mes deux model points les plus anciens. D'autre part, le fonds UC, lui, a une TIVOC nulle puisqu'il n'y a pas de coût d'options et garanties. Dans les deux cas, on constate que mon coût de friction du capital est très faible, et donc sur le total de mon portefeuille, on peut voir donc que la VNB au total est positive,
et donc que la VNB négative obtenue sur le fonds euro est compensée par celle positive de mon fonds UC. Donc à présent, les éléments donc, de mes différentes étapes de transition. Donc la première étape de transition a été la différence au niveau de la frontière des contrats qui existent entre S2 et IFRS 17. Premier élément, ce sont donc le new business sous solvabilité 2 qui est composé des nouveaux contrats et des versements libres sur le stock, alors que sous IFRS 17, on va avoir les nouveaux contrats et les primes futures, mais plus les versements libres sur le stock. J'ai introduit une étape intermédiaire pour mettre en évidence l'impact enfin, du retrait des versements libres du stock du new business. Donc les résultats de ces étapes sont présentés juste en dessous. Donc à chaque fois, les composantes de ma VIF ou de ma CSM ont été rapportées en ratio de valeur actualisée des provisions mathématiques. Et on constate que les versements libres n'ont pas un impact très important sur notre PVFP ou sur notre CNHR. Cependant, la projection des primes futures, elle, a un rôle très important dans l'évolution de notre PVFP et de notre CNHR. Donc, on observe une amélioration du ratio de PVFP sur nos provisions mathématiques, ainsi qu'une évolution très importante du CNHR. La deuxième étape, elle, c'est le changement d'environnement économique par le changement de courbe des taux. Donc, deux méthodes sont possibles pour construire une courbe des taux, on va dire dans le cadre de la norme IFRS 17, c'est une approche top-down ou bottom-up. Ce sujet a fait l'objet d'un mémoire à part entière en même temps que moi chez Mazars, et j'ai pu utiliser l'une des cours construites par un de mes collègues. Et ici, donc l'impact est assez faible. On observe essentiellement en fait la différence d'effet du taux d'actualisation sur notre PVFP ainsi que sur notre TIVOG. Les trois étapes de transition qui apparaissent par la suite, c'est d'une part le passage donc, du CNHR au risk adjustment. Donc ici, le risk adjustment a été calculé par une approche par niveau de confiance, avec un niveau de confiance fixé à 75%. La deuxième étape, enfin, donc, qui correspond à notre quatrième étape, c'est le passage à un hiver de frais IFRS 17, qui nécessite donc, ce qui veut dire que seuls les frais directement rattachables au contrat doivent être intégrés dans l'évaluation du best estimate. Donc là, c'est un benchmark qui a été observé sur le marché, ce sont que 85% des frais sont directement attribuables au contrat. Et enfin, notre dernière étape, ça a été l'ajustement point of sale, donc c'est-à-dire le passage d'une vision fin de période à une vision point de vente. Donc ici, si on observe mes ratios sur le CNHR et le risk adjustment, on observe que le risk adjustment est bien plus faible que le CNHR donc dans mes suites à mes calculs. Et j'ai essayé d'expliquer cette baisse cette différence entre le risk adjustment et le CNHR, et elle est portée par l'ensemble des sous-modules de risque. Alors que ensuite, donc, en observant notre CSM New Business, ben, nécessairement, on a une amélioration flagrante donc, de notre CSM New Business de par le faible risk adjustment, mais également par le passage à l'univers de frais IFRS 17 avec le fait que seuls 85% des frais soient attribuables au contrat, directement, pardon, rattachables au contrat. L'ajustement point of sale, lui, a été aussi réalisé à partir d'un benchmark du marché et son observation, son rôle a un impact plus mesuré. C'est notamment une des pistes d'amélioration de poursuite de ce mémoire, ce serait de passer à une vision point of sale, non pas par un benchmark, mais réellement par une étude afin de passer en vision point de vente. Donc, si je compare maintenant vraiment point par point
notre VNB Solvabilité 2 et notre CSM New Business IFRS 17, on observe donc que notre VNB, elle représentait, notre ratio de VNB donc représentait 0,10% donc, des PM, alors que ici, notre CSM est de 0,53%. On pourrait dire c'est une amélioration, mais c'est pas tout à fait exact, puisque l'objectif de ce mémoire n'est pas de passer réellement de cette métrique à l'autre, mais plutôt d'envisager vraiment les deux, puisqu'elles vont continuer à coexister. Et il est donc plus intéressant de s'intéresser directement à des sensibilités sur la CSM New Business. Mais voilà, l'idée est avant tout d'envisager ces deux métriques par la suite dans deux univers différents et pas de passer de l'une à l'autre. Donc, première sensibilité, c'est celle que j'ai réalisée vis-à-vis de la courbe des taux, puisque donc, ce mémoire a été réalisé donc, l'année dernière avec la courbe des taux au 30 juin 2022, enfin pardon, sur l'exercice au 30, donc 31-12-2021, et puis j'ai réalisé des sensibilités avec une courbe des taux au 30 juin 2022. Donc c'était déjà le début de la remontée des taux. Et ce passage à une courbe des taux du 31-12-2021 au 30 juin 2022 engendre une hausse de ma CSM New Business de 8%. Et en étudiant l'impact des différentes composantes, c'est notamment la TIVOG New Business qui est en forte baisse de plus de 60%, puisque la hausse des taux va permettre un dégagement de production financière plus important et l'assureur va donc pouvoir plus facilement faire face à ses engagements obligatoires. Deux autres sensibilités sur la mortalité et les rachats, où là, on voit que l'impact est assez, comment dire, la baisse de la mortalité, la baisse des rachats engendre une hausse de notre CSM du business. Ce qui est important de noter, c'est que la volatilité due à la sensibilité des rachats est plus importante que celle de la mortalité. Une autre sensibilité importante, puisqu'elle va nous permettre de mettre en valeur on va dire un facteur un levier de pilotage de notre activité, c'est la sensibilité à la production en unité de compte. Donc, pour cette sensibilité, je suis parti donc d'une part du C dans le new business qui était de 50%, et dans le scénario choqué, je passe cette part du C à 75%. Et ce qu'on observe, donc, c'est que cette variation va engendrer une hausse de la CSM New Business de 57%. À l'inverse, le scénario symétrique de baisse engendre une baisse donc, de la CSM New Business de 58%. Et donc, la part du C dans le New Business apparaît comme un levier important de rentabilité dans notre portefeuille. D'autre part, j'ai réalisé une sensibilité sur le niveau de confiance pour calculer le risk adjustment. Et là, ce qui est mis en avant, c'est essentiellement, et un peu comme sur nos courbes aussi d'actualisation, c'est que les hypothèses choisies par la compagnie d'assurance vont avoir un impact sur notre indicateur. L'élément supplémentaire donc, que j'ai apporté avec mon new business et ces trois gammes de produits, c'est pouvoir réaliser une étude par gamme et ensuite étudier l'impact d'une stratégie commerciale vis-à-vis notamment de la sensibilité que j'ai pu observer par l'importance de la part du C sur notre CSM New Business. Donc, quelques mots de rappel sur les trois gammes de produits que j'ai identifiées et donc que j'ai modélisées par mes modèles point. C'est d'une part donc la gamme des contrats classiques, d'autre part la gamme des contrats patrimoniaux et celle de gestion privée. J'ai dû apporter quelques modifications sur le modèle LM ici pour pouvoir avoir une projection des frais en coût unitaire et également des chargements en euros et UC décroissants, donc selon les gammes de produits. Tout ça, ce sont des hypothèses que j'ai faites suite à la consultation de ce qui se faisait sur le marché de l'assurance vie. Donc ici, on observe donc ma VNB et la CSM New Business pour mes trois gammes de produits. Donc, à savoir que pour chaque gamme de produits ici, les résultats sont aussi obtenus en approche marginale. Donc,
On voit principalement un peu ce qui a été observé sur l'autre, enfin, sur le portefeuille complet, c'est que notre ratio de CSM New Business est souvent plus élevé que celui de Value of New Business. Mais ce qui est important de noter ici, c'est que les contrats en gestion privée semblent dégager plus de CSM comparé à nos contrats dits classiques et patrimoniaux. Cet impact sur la CSM New Business s'explique principalement en fait parce que plus de PVFP est dégagé par les contrats haut de gamme ou de gestion privée. Donc là aussi, j'ai réalisé des sensibilités, mais cette fois par gamme, pour chaque gamme de produits. Et il apparaît donc que les chocs de frais ont un impact assez similaire sur l'ensemble des gammes de produits. De même, le choc de rachat, donc lui aussi a un impact assez similaire sur l'ensemble des gammes de produits, donc avec toujours un choc de rachat qui a un impact plus important que nos chocs de frais. Et d'autre part, j'ai réalisé une sensibilité sur le choc de mortalité. Donc le choc de mortalité, lui, n'a pas un impact similaire sur l'ensemble des gammes de produits et un impact plus important sur les contrats haut de gamme. Et cela semble s'expliquer par en fait la différence d'âge moyen qui est importante donc, entre les modèles Point, puisque contrat classique ont une moyenne d'âge de 35 ans contre ceux de gestion privée avec une moyenne d'âge de 58 ans. Et donc ça va avoir un impact assez hétérogène en fait sur le choc de mortalité avec un impact plus important sur donc, nos âges moyens élevés et donc les contrats de gestion privée. Suite à mes observations sur, d'une part, l'impact, enfin, le levier de rentabilité qu'est la part du C dans ma rentabilité, et ce que j'ai pu observer sur l'étude par gamme de produits, j'ai envisagé d'étudier l'impact de stratégies commerciales qui visent à augmenter la part du C dans la souscription des contrats, et ce par deux stratégies commerciales. D'une part, une campagne sur les frais, donc ça va être une politique de gratuité sur les frais de versement et sur encours pendant les 2 premières années après la souscription. Et d'autre part, j'ai étudié le résultat d'une campagne dite de bonus, où donc dans ce cas-là, c'est un bonus qui est versé en complément du versement initial du contrat. Donc, le bonus est comment dirais, croissant avec la valeur du versement initial. Et les résultats sont présentés donc d'une part pour le résultat frais et d'autre part pour le type bonus. Et ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est que pour la campagne sur les frais, on a une détérioration très importante de mes indicateurs de rentabilité, principalement sur les contrats classiques, mais de façon générale sur l'ensemble des types de contrats, pardon. Alors que cet impact est beaucoup plus mesuré sur la campagne de type bonus. Et ce qui explique notamment cet impact plus mesuré, c'est qu'en fait, la valeur du bonus est versée directement sur l'encours du contrat. Et donc, le coût de la campagne reste chez l'assureur car il est versé sur l'encours. Et d'où cet impact plus mesuré dans la campagne de type bonus. Donc, en conclusion de ce mémoire, ce qui apparaît, c'est l'identification des éléments de comparaison donc, que sont la frontière des contrats, le changement de courbe des taux, le passage donc, au risque ajustement, l'univers du frais et l'ajustement point of sale donc, comme éléments différenciants entre notre indicateur sous S2 et notre indicateur sous IFRS 17. Il montre aussi l'importance des choix qui sont faits par les assureurs dans l'évaluation dans un contexte IFRS 17. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer suite aux premiers résultats qui ont été publiés en IFRS 17 et des différences, on va dire, importantes et des volatilités importantes dans les résultats que j'ai pu voir
chez les différents assureurs et réassureurs. Là, une autre conclusion de mon étude qui est peut-être remise plus en question maintenant avec la hausse des taux et donc les meilleurs rendements qui peuvent être observés sur les fonds euros. Mais en tout cas, donc, dans mon portefeuille et dans le contexte tel qu'il était donc à fin 2021, début 2022, donc la part du C est un vecteur important de la rentabilité sur lequel donc le management de la compagnie va avoir un rôle important, notamment par de potentielles campagnes commerciales. Et sur ces campagnes commerciales, il semble qu'une campagne de type bonus soit moins coûteuse qu'une campagne de type frais. Mais là, ce serait une étude assez intéressante à mener puisque donc ici, j'ai projeté mes campagnes avec une hypothèse de stabilité sur la composition de mon portefeuille, alors que ce qui serait intéressant, c'est vraiment de modéliser la réception du public vis-à-vis d'une telle campagne et ensuite en mesurer donc les évolutions de portefeuille qui s'en suivent et bien sûr après en déduire l'impact sur la rentabilité du portefeuille. Donc ça, c'est notamment une amélioration qui pourrait être assez intéressante du mémoire. Et enfin, ça en constitue une des limites. Une autre limite aussi, ce serait aller plus loin dans l'écoulement de la CSM New Business. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est en train de se faire dans un prochain, dans un autre mémoire. Et enfin aussi, étudier enfin, réaliser une étude similaire sur d'autres produits, comme notamment par exemple l'euro croissance. Voilà pour cette présentation. Je vous invite à poser des questions dans le chat si vous en avez. Je vais donc notamment j'ai une question donc sur l'impact significatif du point of sale. Alors, dans mes résultats, le passage point of sale n'a pas un impact très significatif. Donc, ma modélisation le point of sale, ça a été essentiellement de modifier les frais sur les contrats et notamment au niveau des frais d'acquisition pour modéliser ce passage d'un point de fin d'année à un point, une modélisation point de vente. C'était fait à partir d'un benchmark sur le marché et c'est pour ça que, au contraire, j'ai plutôt un impact qui n'est pas très significatif alors qu'on devrait s'attendre peut-être à quelque chose justement de plus significatif et d'où ma remarque sur le fait d'aller plus loin dans une modélisation, on va dire, sur le point of sale. Je sais que ça a été fait dans un mémoire qui est beaucoup plus ancien, mais avec justement enfin, une véritable modélisation pour passer à différents, comment dire, à différents points de vue dans une année de souscription, aussi bien en début, enfin mi-année, point de vente, début d'année. Notamment, enfin, je sais que c'est dans la bibliographie de mon mémoire s'il y a plus d'interrogations sur ce point. J'ai une question, donc pourquoi le choc de mortalité est-il plus faible sur les patrimoniaux que sur les classiques, alors que l'âge moyen est plus élevé chez les premiers? Ça, c'est une bonne question, puisque c'était quelque chose que j'ai voulu, enfin, qui m'a pas mal posé de questionnement et on va dire que c'est pas évident, mais enfin, l'impact entre les deux déjà est quand même assez proche. Et je veux dire, la petite étude que j'ai menée, c'est vraiment lié à la construction, enfin, on va dire, comment dire, pas la construction, mais la composition de la table de mortalité qui fait que entre les deux âges moyens sur ces deux model points pour ces deux gammes de produits fait que notre choc de mortalité a moins d'impact.
contrairement à l'autre où la différence en fait sur la table de mortalité sur les contrats haut de gamme est très importante et donc d'où l'impact vraiment beaucoup plus prononcé sur ces contrats haut de gamme. Alors j'ai une question donc, sur les facteurs qui expliquent la rentabilité plus importante des portefeuilles de gestion privée. J'ai pas forcément énormément de réponses enfin, on va dire que l'élément de réponse vraiment c'est moi, par mes résultats du modèle ALM, j'ai observé que ma present value of future profit était beaucoup plus importante sur ce type de contrat alors que les deux autres composantes sur la TIVOG et Risk Adjustment, eux, n'évoluent pas en proportion, n'évoluent pas plus sur ces contrats, contrairement à la PVFP qui est beaucoup plus importante donc sur ce troisième type de contrat. Pouvez-vous expliquer plus précisément pourquoi la campagne bonus est moins coûteuse pour l'assureur qu'une campagne à frais réduits? Donc, comme je le disais, c'est essentiellement que en fait à frais réduits, je veux dire, c'est un manque à gagner direct pour l'assureur. L'argent, il ne le voit pas et il ne le verra jamais. Alors que lors de la campagne bonus, ça va nécessiter quand même une importante mobilisation de capital au début de la campagne mais ce qui est versé va en contrat enfin versé sur l'encours du contrat de l'assureur. Donc l'impact enfin, c'est ce qui explique la différence d'impact principalement. Eh bien, je vois plus de nouvelles questions. Merci beaucoup à tous. Je sais que je vois juste une question sur le fait qu'est-ce que le support est déjà en ligne. Non, mais il le sera très prochainement et l'enregistrement aussi. Eh bien, merci à tous. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi.